Bonjour à tous, bienvenue à l'ETNA. Je suis Samir Rina, je suis directeur de cette école. Je suis ravi de vous accueillir tous pour cette conférence autour des questions de gestion des ressources humaines. Et en l'occurrence, dans le cadre de notre cycle de conférences Rendez-vous de l'innovation et d'entrepreneuriat, sur le thème de peut-on encore innover dans le recrutement ? Alors, moi, aujourd'hui, mon rôle est assez simple donc, de vous accueillir. C'est Corentin Demarin de Montmarin qui s'occupe chez nous d'une filière qui s'appelle Etna Online qui va animer les échanges. Juste d'ajouter qu'en matière d'innovation sur le recrutement, on a derrière nous donc, le kakémono donc, de Choose Your Padawan, qui est une action que l'on mène en référence bien sûr à la culture de la science-fiction, puisque nos élèves qui aiment l'informatique souvent ont été bercés par les films de Star Wars. Et donc du coup, bien sûr, il y a les Jedi avec le sabre, et les Padawan, bien sûr, qui sont leurs apprentis. Et comme on est une école qui particulièrement forme ses élèves par le biais de l'alternance, eh bien évidemment, c'est une mécanique naturelle. Et donc du coup, le Choose Your Padawan, c'est un rendez-vous informel, en tout cas moins formel que ce qui peut se faire parfois à travers des forums de recrutement, pour que les entreprises rencontrent les élèves et qu'on puisse, je dirais, aller vraiment dans le fond de ce que les gens sont capables de faire, de ce que les gens sont capables d'offrir, et réciproquement. Il y a également aussi un autre dispositif. Là, j'ai le petit kakémono qui se trouve derrière. C'est le dispositif des Code Camp qui peut se résumer finalement par un principe donc, de hackathon multi-entreprise, multi-thématique. C'est un événement autour d'une technologie en général quand même. Donc il y a un facteur commun qui est celui-ci, avec du coup la possibilité pour les entreprises de lancer des défis aux élèves. C'est-à-dire qu'au lieu de dire, voilà, montrez-moi votre CV, est-ce que vous avez bien fait, comme tous les élèves d'informatique, un TP de C++ de 2 heures, super, j'exagère parce que les nôtres font plus, mais vous comprenez ce que je veux dire, en tout cas, bien sûr, de ne pas forcément être allé au fond des choses. Et, évidemment, lorsqu'on lance un défi à un élève et qu'il le relève, bien sûr, forcément, le proof of concept, la démonstration est faite. Et en l'occurrence, c'est toujours des défis donc, qui ne sont pas des exercices pédagogiques, ce sont des choses qui n'existent pas. C'est la seule contrainte qu'il y a, donc un truc qui va vraiment être utile pour l'entreprise et qui sort vraiment du référentiel académique strict. Voilà pour cette grosse parenthèse d'introduction, pratiquement publicitaire. Mais j'espère que vous aurez entendu bien sûr la chose comme quelque chose de vertueux, puisque en l'occurrence, dans ce cas, on ne vend rien, si ce n'est que nos élèves. Et donc du coup, c'est vertueux, je l'espère, et c'est en tout cas une forme d'innovation pour le recrutement que l'on a mis en place. Je laisse donc du coup la parole à Corentin qui va également d'ailleurs présenter les intervenants ce soir. Voilà. Merci à tous. Merci Samir, merci à tous d'être là ce soir. D'abord une parenthèse technique, si jamais vous voulez vous connecter au Wi-Fi, vous pouvez le faire sur le code ETNAGuest. Vous pouvez aussi contribuer sur les réseaux sociaux avec le hashtag ETNALive. Voilà, ceci étant dit, on va pouvoir commencer. Je vais laisser les intervenants prendre place autour des tables, pendant que je vous présente un peu ce dont on va parler ce soir. Dans les grandes lignes, le recrutement, son avenir, c'est ce dont on va parler ici avec les personnes qui sont là et que je vais présenter après. L'idée, c'est qu'on est vraiment dans une situation où le monde change beaucoup. On a énormément de mouvements. On a un contexte général qui met beaucoup de secteurs économiques en tension, avec des problématiques de recrutement nouvelles, des problématiques d'emploi qui se créent pas simplement d'ailleurs du point de vue économique, du point de vue des entreprises, aussi du point de vue de l'État, de notre société. On a énormément de questions de ce point de vue-là. Et donc, il y a besoin de se poser la question de, aujourd'hui, comment est-ce que le recrutement, qui est un processus qui permet de faire en sorte que les personnes qui peuvent correspondre à un poste donné puissent trouver le poste qui leur correspond et puissent répondre aux besoins des employeurs et donc à l'activité économique. Comment est-ce que ce processus peut aider l'activité, comment est-ce qu'on peut l'améliorer, le rendre plus fluide et finalement donc répondre aux besoins de notre économie. Du coup, on est dans cette question aujourd'hui, donc peut-on innover dans le recrutement, peut-on encore innover dans le recrutement, avec d'abord la question des compétences qui va être importante. La question des compétences, c'est quelles sont les nouvelles compétences aujourd'hui, quelles sont les nouvelles compétences techniques, mais aussi quels sont les nouveaux types de compétences, des compétences plus agiles, plus souples, des compétences comportementales peut-être. Quels sont les outils aujourd'hui aussi pour
réaliser le recrutement? Est-ce qu'on est toujours dans le même schéma habituel ou est-ce que les outils numériques peuvent vraiment apporter une différence? Les processus, c'est une autre question, dans le sens où on pourrait avoir aujourd'hui des modes de recrutement qui vont être parfois inversés, des modes de recrutement qui vont se passer autour d'événements, et je pense que nos différents intervenants pourront bien nous en parler ce soir. Et puis les acteurs, comme je le disais, voilà, ces intervenants qui sont là, qui sont des acteurs du recrutement aujourd'hui, qui sont des nouveaux acteurs aussi par rapport à ce qui pouvait se faire il y a 30 ans, et qui sont de plus en plus importants. Donc, pour les présenter rapidement, Sarah Hackel, je vous laisse dire quelques mots sur votre entreprise. Donc bonjour, moi je suis Sarah Hackel, moi je suis cofondatrice de Be The Geek et CoStart. Donc Be The Geek, c'est quelque chose qui est destiné aux RH pour leur dire que n'importe qui peut être geek, et même les RH. Et donc j'aide les RH à recruter sur les réseaux sociaux et à travailler sur tout ce qui est recrutement digital, innovant. Et je les rapproche aussi des startups et je les fais travailler avec elles grâce à CoStart, qui est un espace de coworking que j'ai créé. Voilà. Merci beaucoup. Nous avons aussi deux personnes qui sont là pour nous parler de My Community. Malheureusement, donc Mouna Badi, qui est la fondatrice, ne pourra pas être là ce soir, mais nous avons donc bien deux personnes de My Community que je laisse se présenter. Effectivement, donc bonjour à tous. Claire Maurice Péroumal, alors je suis business développeur, donc je suis venue en remplacement de Mouna Badi, notre fondatrice. Je suis business développeur au sein de My Community, donc je m'occupe de toute la partie côté client. Donc My Community, c'est quoi? Aujourd'hui, My Community, c'est la première plateforme de recrutement affinitaire pour les profils exclusivement IT et digital. Le but étant vraiment de réhumaniser les process de recrutement, réhumaniser le recrutement via un test de personnalité online. Et le but est de mettre en relation des candidats et des recruteurs sur des critères qui sont dans un premier temps techniques, mais également extra-professionnels, comme la personnalité des candidats, la personnalité des entreprises. Tout simplement, donc ça se fait par système de matching via notre plateforme et notre test de personnalité online. Bonjour à tous, donc moi je suis Dounia Elgassi et donc je rejoins ma collègue Claire donc sur la partie recrutement, donc je suis responsable recrutement au sein de My Community. Donc je fais l'interface entre les clients et les candidats aujourd'hui au sein de My Community. Merci beaucoup. Et donc, nous avons Laurent Cholanami qui est avec nous aussi pour nous parler de Choose Your Boss. Bien, bonjour. Je suis... alors d'abord, peut-être un petit mot sur... avant de parler de Choose Your Boss, je suis DSI en fait, d'une société qui est un peu plus grosse, qui est une filiale du groupe Figaro et qui comprend un certain nombre de job boards que vous connaissez sans doute, et qui sont cadreemploi.fr, Quel Job, et également des sites immobiliers. Il y a 3 ans à peu près, on a fait le constat que la population IT était difficile à aller chercher sur les job boards traditionnels et que, et on reviendra je pense sur le sujet, sont des ressources extrêmement pénuriques. Il fallait les adresser de façon différente et on a eu l'idée de partir également sur cette idée de matching et on a fondé il y a 3 ans Choose Your Boss. Alors à ne pas confondre avec Shoot Your Boss, c'est autre chose. Aujourd'hui, après 3 ans, d'abord on est encore là. On a à peu près 60 000 profils dans nos bases, donc qui viennent s'inscrire tous les jours. On a depuis 3 ans à peu près 6 000 entreprises qui sont d'une façon ou d'une autre en tant que clientes. On fait, ça c'est plus parlant à peu près, en tout cas pour moi, souvent à peu près 1 million d'euros de chiffre d'affaires cette année, donc on a une très très bonne progression sur notre chiffre d'affaires. Et surtout, ça va plus vous parler vous, on a à peu près 20... Alors c'est un système de matching, donc on fait exprès de ne pas envoyer n'importe quelle candidature sur les gens qui s'inscrivent à Choose Your Boss, et on a à peu près 25 candidatures par personne inscrite. Alors après on reviendra sur quel type de compétences techniques exactement, mais en tout cas voilà le principe général. Justement, je pense qu'on peut tout de suite parler de ces compétences. Le premier point de cette soirée, ça va être de parler des nouvelles attentes des entreprises, quelles sont les nouvelles compétences, mais aussi quelles sont leurs attentes vis-à-vis du processus de recrutement.
Et je pense que donc on peut commencer à partir de cette question des compétences à la fois techniques et puis des nouveaux types de compétences aussi. Je pense quelles sont aujourd'hui pour vous ces compétences qui sont nécessaires? Je démarre, si vous voulez. Enfin, déjà, il faut bien comprendre que le marché, tous ceux qui sont autour de la table, je suppose, soit sont dans des écoles informatiques ou globalement, quels sont ceux qui le sont pour un peu évaluer. Tout le monde est intéressé, d'accord. C'est pas de la cuisine, non, c'est de l'IT, d'accord. C'est un marché qui se développe énormément. Aujourd'hui et depuis 3 ans, c'est le secteur de recrutement en réalité le plus dynamique et en volume le plus fort, devant les commerciaux. Et donc ça, c'est un phénomène qui est récent et qui prend de l'ampleur. Et donc c'est devenu effectivement une ressource pénurique, mais pas sur n'importe quel type de poste. Et c'est ça un peu la difficulté, c'est que les entreprises et beaucoup de start-up attendent aussi sur des compétences très précises. Et je pense qu'on en débattra, mais évidemment, il y a des buzzwords qui fusent et les entreprises ne sont pas souvent des techniciens qui embauchent. Et on va être tout de suite sur des buzzwords comme Big Data, bon, évidemment le mobile, du PHP, du Java. On va tourner quand même beaucoup autour de tout l'écosystème autour du web, en fait. Je suis assez d'accord avec ça. Moi, je vois beaucoup de demandes autour du web, et surtout, je vois qu'on ne vous demande pas juste d'être expert dans une techno, mais on vous demande aussi d'être la personne qui va regarder comment va évoluer cette techno, la personne qui va regarder, voilà. Donc, si jamais on parle de techno web, on va vous demander de regarder tous les nouveaux langages, de savoir en parler, de savoir pourquoi est-ce qu'il faut utiliser tel langage et pas l'autre. On va aussi vous demander, il y a quelque chose qui est génial quand on recrute des développeurs, pour moi qui suis chasseuse de tête par exemple, c'est que dans ce domaine-là, vous pouvez avoir des side projects. C'est-à-dire que vous pouvez avoir créé des choses, vous à côté, et nous on peut le voir sur GitHub, sur ces plateformes-là. Et donc ça, comme nous on peut le voir, eh ben, on va vous demander plus que seulement un CV et seulement un test. On va aussi vous demander d'avoir des side projects, et donc ça montre que vous vous intéressez à ça, ça montre que vous êtes allé chercher les nouvelles technos, les nouveaux projets. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment des choses qui sont intéressantes, autant pour les startups que pour des grands groupes. C'est vrai que globalement, je rejoins mes confrères sur l'état actuel, en tout cas sur le marché français. Les entreprises ont de plus en plus de besoins dans l'IT. Alors aujourd'hui, c'est vrai que la tendance, on est orienté sur de nouvelles technologies, sur de nouveaux profils. On travaille avec beaucoup d'entreprises qui recherchent plutôt des profils sur de nouvelles technologies, telles que Symfony. On a beaucoup de profils orientés beaucoup plus mobiles, avec de l'Android, de l'iOS, où on a des entreprises qui font le choix aussi de se tourner vers de la sauvegarde en mode virtualisation, en mode cloud, avec des technologies telles que AWS ou Hadoop. Ils recherchent des profils pointus avec des technos. Voilà, ce sont un peu les nouvelles technologies, tendances et pointues sur lesquelles, en tout cas, les entreprises recherchent de nouveaux profils. Ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'on entend bien les compétences techniques, avec des mots-clés qui reviennent, j'espère que vous avez bien noté, et donc c'est important, et les étudiants en informatique aujourd'hui ont cette chance d'être dans un secteur qui est porteur, avec ces compétences techniques clés qu'ils sont en train d'acquérir, mais on voit quand même en filigrane qu'il y a aussi l'idée de compétences de comportement, je suis capable de faire quelque chose à côté de mes études, à côté du job précédent, j'ai développé ce projet. Et est-ce qu'aujourd'hui les entreprises que vous fréquentez vous parlent de ces compétences-là? Est-ce que vous le disent dans le profil? Moi, je veux quelqu'un qui soit débrouillard, je veux quelqu'un qui ait telle et telle compétence. Et donc déjà cette question-là, et puis ensuite, comment est-ce que vous le repérez concrètement dans vos recherches de profil? Effectivement, alors aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises qui, au-delà des compétences techniques, ils attendent en fait de futurs collaborateurs qui vont s'inscrire dans la culture de l'entreprise, qui vont s'inscrire sur les valeurs que partage l'entreprise, mais aussi sur la personnalité. Je grossis un peu la chose, ils n'attendent pas un développeur qui passera son temps derrière sa machine à développer des codes de ligne. Bien au contraire, ils recherchent en fait des profils qui soient un peu plus, alors je dirais commercial,
dans le sens que ce soit des personnes qui aillent vers les métiers, qui puissent donner aussi son avis, qui soient aussi en permanence en veille technologique. Ils recherchent avant tout aussi une personnalité. Alors, le côté technique est important, mais on est sur des besoins où on se dit, les entreprises se disent, on recrute de futurs collaborateurs qui vont s'inscrire dans l'entreprise et qui vont aussi évoluer, on va les faire monter en compétences, et ils ont besoin aussi d'avoir des personnes qui sont prêts à prendre les projets, à chercher à avoir des projets challengeants et à montrer aussi cette envie de réussir et cette personnalité qui fera la différence avec d'autres profils. Monsieur Cholat, peut-être vous avez quelque chose à ajouter là-dessus? C'est certainement la partie... Alors d'abord, finalement, on demande le mouton à 5 pattes, on demande des gens très à l'aise. Alors si nous, on développe beaucoup en Scala, donc ce sont du Java encore plus perfectionné. On utilise de l'Elasticsearch, on utilise maintenant du Kafka, de la Hadoop pour trouver ces profils-là. Alors, pourquoi on fait ces développements-là? D'abord parce qu'évidemment, il y a un potentiel derrière ces outils, et on sait qu'aussi en développant avec ces outils ou ces frameworks, on va aussi attirer des bons. Donc c'est une sorte d'échange finalement et d'intérêt commun entre l'entreprise et la personne qu'on va recruter. Et donc c'est vrai qu'on va très vite aller sur le terrain malgré tout de la compétence technique. On veut des bons en fait, hein, et c'est souvent ça la difficulté, c'est d'évaluer le niveau technique. Et puis après, ce que vous soulignez, c'est la partie comportementale. Et là, c'est la nature humaine, c'est ce qui est le plus difficile. On peut être aidé effectivement. Il y a des très bons tests de personnalité. J'en ai utilisé un il n'y a pas très longtemps. Il mesure même le temps avec lequel, quand vous hésitez, en fait, il prend en compte votre temps d'hésitation quand vous répondez aux questions. Donc c'est extrêmement perfectionné. Ça dresse un tableau assez fidèle de la personnalité. Mais pour autant, est-ce que ça veut dire derrière que la personne va bien s'intégrer? Quelles étaient vraiment ses attentes au départ? Qu'est-ce qu'il recherchait comme type de boîte? Avec qui il voulait travailler? En fait, il y a beaucoup de questions. C'est pour ça qu'à un moment donné, bon, il y a derrière toujours un entretien. Alors peut-être que dans le futur, on arrivera à plus faire d'entretien. Là, il y a aujourd'hui des évolutions avec pas mal entre guillemets, de filtres par des vidéos. Il y a pas mal de solutions qui permettent de filtrer par une interview vidéo pour gagner du temps, en tout cas, dans la partie interview, mais ça reste quand même un grand mystère, hein, la rencontre entre deux individus autour d'un projet, et on se trompe. Enfin bon, on recrute quand même, on a 80 à peu près développeurs au sein de notre filiale, et on se trompe malgré tout encore régulièrement, c'est-à-dire qu'on est très à cheval sur la rigueur, ou sur la connaissance des outils. On va regarder, et tu le disais, le profil GitHub, on reviendra là-dessus, mais c'est très important d'avoir un bon profil GitHub bien renseigné ou un Stack Overflow. Et puis sur la partie comportementale, on va se faire une idée au travers d'entretiens, mais par exemple la curiosité, c'est pas toujours, quelqu'un peut arriver de façon très scolaire et nous dire un peu dernièrement, voilà ce que j'ai vu à gauche et à droite, et puis dans le fond, il n'est pas si curieux que ça, et puis il va être un peu, comme vous disiez, derrière votre ordinateur, et finalement beaucoup moins s'intéresser aux choses qu'on ne pensait au départ. Ça reste un mystère quand même. Donc on n'a pas encore de fiche profil de candidat avec à côté des mots-clés Big Data, le mot-clé curieux, qui peuvent apparaître déjà directement dans une sorte Là, on ne remplace pas le recruteur, en fait, ou la personne chargée de recrutement, mais on peut être aidé par des outils. Ça, c'est bien sûr que ça aussi, sur les grandes évolutions. D'accord. On aura l'occasion d'en reparler, mais donc il y a cette question quand même de l'évaluation des soft skills, des compétences comportementales. On voit qu'il n'est pas évidente. Est-ce que les entreprises font appel à vous en tant que spécialiste du recrutement, justement pour mieux discerner ce genre de choses, puisque vous avez l'habitude de recruter, particulièrement dans des domaines très spécifiques comme l'informatique, où il va y avoir un certain nombre de codes à connaître. Est-ce qu'ils font appel à vous? Est-ce que c'est leurs attentes aussi aujourd'hui de pouvoir s'appuyer sur ce type d'entreprise? Alors déjà, il y a la partie technique en soi, où par exemple, nous on fait des filtres sur le côté technique, où on propose des tests, des choses comme ça. Et puis il y a aussi la partie où en soi, vous allez être recruté par des personnes qui travaillent dans l'informatique, mais aussi des personnes qui derrière sont des RH,
et même peut-être des gens du marketing, des choses comme ça avec qui vous avez travaillé. Et ces gens-là n'ont peut-être pas le vocabulaire. Et du coup, ils vont s'attendre de nous à ce que déjà on traduise un peu de quel langage ils ont besoin, de quel type de profil ils ont besoin. Mais ils vont s'attendre de nous aussi à ce qu'on leur trouve des profils qui sont capables de leur traduire leur langue. C'est-à-dire que des défauts que j'ai vus beaucoup quand j'ai recruté des développeurs, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont experts et qui du coup oublient qu'ils sont experts et qui se retrouvent en face de profils qui ne le sont pas et qui parlent de termes... il y a des gens qui sont perdus en face, quoi, qui donnent des langages de code, qui parlent de GitHub, Stack Overflow, qui balancent plein de mots-clés comme ça. Du coup, ils ont perdu leur interlocuteur et du coup, ça se trouve, vous êtes un profil génial, mais vous l'avez perdu parce que vous l'avez parlé dans notre langue. Et donc, il y a ça qui est vachement important, et donc il faut s'attendre à ce qu'on traduise un peu ces choses-là et à ce qu'on leur permette de mieux toucher ces profils et mieux les comprendre. Et il y a aussi le fait que, quand vous êtes dans une entreprise et une start-up, c'est pareil, vous avez besoin de parler à des gens qui ne font pas le même métier que vous. Et donc, ils vont s'attendre à ce qu'on leur trouve des profils qui sont capables de, répondre à leurs besoins, parce que souvent, le mec du market, le commercial va vous dire moi j'ai mon client qui m'a dit ça là, il me faut le produit super vite. Et il va oublier toutes les spécificités techniques derrière parce que lui c'est pas son job de toute façon. Et donc ça va être à vous de comprendre et traduire et essayer de faire ça rapidement et aussi de pouvoir proposer les bonnes solutions. Et donc c'est aussi ces choses-là qu'on fait, c'est de un peu réduire cette barrière entre le langage technique et la partie métier et plus business de l'entreprise. Ok, du coup, on commence à parler un peu des processus de recrutement, de voir comment ça se passe. Parce qu'on peut passer à cette question sur les nouvelles voies de recrutement, les innovations de demain. On a parlé un peu des outils. Ça peut être bien de creuser un peu sur ces questions. L'utilisation des réseaux sociaux aujourd'hui, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que ça mène vraiment quelque part? Est-ce que vous arrivez à l'utiliser, vous, en tant que recruteur, pour dénicher des profils, par exemple, sur MyCommunity? Clairement. Vas-y, je t'en prie. Alors aujourd'hui, nous, en tant que recruteurs à la Polonia, aujourd'hui, nous n'utilisons pas les Monsters ou les Jody, on utilise notre plateforme, elle a été créée pour ça aussi. Par contre, la présence des réseaux sociaux aujourd'hui est bien sûr très importante dans le recrutement. Aujourd'hui, on trouve de plus en plus de profils, en tout cas intéressants et nouveaux, sur les réseaux sociaux qu'on peut trouver sur les job boards traditionnels. Pour en rajouter quelques lignes, clairement aujourd'hui, alors chez MyCommunity, quand on fait appel à nous, on est généralement sur des profils assez experts et donc qui ne se retrouvent pas sur le marché. Les entreprises, généralement, quand on les rencontre, on a un peu, si je peux dire, un peu marre des process normaux qu'ils peuvent avoir sur le marché. Et aujourd'hui, clairement, ils s'orientaient sur de nouvelles solutions telles que MyCommunity ou encore Choose Your Boss. Les réseaux sociaux sont aussi importants puisque c'est là où on va avoir, en fait, c'est une nouvelle façon de pouvoir recruter dans le sens où on multiplie nos chances de rencontrer de bons profils qui sont experts, qu'on va pouvoir aller chasser. La partie réseaux sociaux est très importante, la partie où on doit communiquer, où on doit justement montrer qu'on est là est très très importante. En tant que candidat, l'idée aussi d'avoir un profil sur des réseaux sociaux tels que GitHub, tels que LinkedIn, ça reste très important puisque c'est les nouvelles façons de recruter pour les entreprises et clairement c'est aussi la façon de montrer vos différents projets. Vous ne seriez pas juste un CV parmi tant d'autres CV, vous avez votre profil qui est beaucoup plus détaillé et ça reste très important pour les entreprises et puis c'est aujourd'hui la tendance pour recruter. Alors, du coup, on a un peu le sentiment que les réseaux sociaux, ça fluidifie, ça accélère les choses. C'est nécessaire pour les candidats d'être présents dessus, mais qu'au fond, ça ne change pas vraiment le processus de recrutement. Il y a toujours cette idée de sourcing, cette idée de chasseur de tête qui va aller chercher les informations là où elles sont, mais ça ne change pas le processus. Est-ce qu'on reste aussi dans le format aussi classique de CV, lettre de motivation, ou est-ce que c'est des choses qui bougent? On a parlé de vidéo un peu tout à l'heure, c'est intéressant. Je sais pas qui vous pouvez tous rebondir. Aujourd'hui, en tout cas pour nous, en tant que MyCommunity, on aimerait voir disparaître aujourd'hui le CV et la lettre de motivation. En tout cas, le CV classique papier. La lettre de motivation, c'est quelque chose qui est ancré dans les traditions françaises du recrutement, mais c'est quelque chose que les entreprises ne font pas attention, en tout cas
Pour notre part, c'est vrai que voilà, les lettres de motivation, c'est pas ce qui va refléter en tout cas la personnalité du candidat ou même les compétences du candidat. Le CV aujourd'hui reste assez important, malgré que voilà, on souhaite le voir disparaître petit à petit. En tout cas, My Community aimerait être amené à voir disparaître les CV, en tout cas papier. L'idée, en fait, c'est de se dire que alors le CV est très bien et on le garde aujourd'hui. Nous, on voudrait le faire passer face à nos hard skills qui sont vraiment les compétences techniques et c'est ce que transmet en tout cas le CV. Mais au-delà de ça, vous avez aussi votre personnalité. Donc, il y a la personnalité. Il y a ce que vous avez envie de faire. Et malheureusement, quand on lit un CV, c'est pas écrit. On va avoir vos différentes expériences, dans quel environnement vous avez développé. Mais au-delà de ça, on ne sait pas tellement votre personnalité, on ne sait pas ce que vous voulez. Et il y a déjà des pays anglophones qui adoptent ce mode de fonctionnement où le CV et la lettre de motivation n'est plus d'actualité et n'est plus nécessaire justement pour recruter de nouveaux collaborateurs. L'idée aussi de My Community, c'est vraiment d'essayer de passer cette étape de CV et lettre de motivation en mettant en avant, certes, vos compétences techniques, mais aussi votre côté personnalité, du coup, comment est-ce que ça peut être décelé? Est-ce qu'il y a d'autres processus que le CV, la lettre de motivation? Je sais qu'on peut parler des MOOC par exemple, qui peuvent être utilisés. Comment est-ce que ça se passe? Oui, les MOOC, c'est assez intéressant. Donc, vous savez tous ce que c'est, les MOOC, hein, les cours en ligne. Donc, il y a pas mal, c'est un peu rare encore, hein, mais il y a quelques RH qui vont chercher des candidats là-dessus, dans les forums, des choses comme ça. Donc, si vous faites des MOOC et que c'est une techno qui vous intéresse et vous dites « j'aimerais bien bosser sur un sujet là-dessus », n'hésitez pas à aller sur les forums pour un peu en parler, proposer des projets, raconter ce que vous faites. Vous faites repérer assez facilement comme ça. Il n'y en a pas encore beaucoup qui cherchent là-dessus, mais ça commence. Il y a les groupes Slack. Il y a de plus en plus de groupes Slack. Vous savez ce que c'est Slack? Ouais, non. C'est un outil qu'utilisent maintenant les startups et ça commence à aller de plus en plus vers de plus en plus grandes entreprises. Pas que les startups, il y a même beaucoup de... Voilà, ça a commencé avec les startups et ça grandit. Et du coup, c'est un outil de communication qui est en fait une sorte de chat, mais qui vous permet de diviser les chats par typologie. Donc, par exemple, vous êtes dans une entreprise, il y a un chat marketing, un chat commercial, un chat... Voilà. Et du coup, vous pouvez aussi parler personnellement à d'autres personnes. Donc, c'est qui est branché à GitHub, c'est ça qui est... Voilà, qui est branché à GitHub et qui est branché à plein d'autres outils. Donc, c'est aussi branché, par exemple, à Twitter. Et donc, vous voyez en live si quelqu'un a tweeté sur l'entreprise. C'est branché à GitHub, donc vous voyez si quelqu'un a pushé quelque chose sur GitHub, et on voit où ça en est, etc. Donc, et il y a de plus en plus de communautés Slack sur des types de développement. Il y a des communautés Ruby, il y a des communautés Java, enfin, il y a plein de communautés. Donc, n'hésitez pas à vous mettre là-dedans. Il y a des recruteurs qui sont au-dessus là. Et j'ai juste un petit truc à ajouter sur la lettre de motivation. Je suis assez d'accord, la lettre de motivation, moi je la lis plus, ça me saoule, c'est trop long et puis tout le monde a copié-collé en fait. Et par contre, ce qui est sympa, c'est qu'en fait, pour voir que vous n'envoyez pas le même truc à tout le monde, envoyez pas un mail en disant « Hello, voici ma lettre de motivation et mon CV, merci, au revoir ». Envoyez un petit message, ça fait 3-4 lignes, et ça dit « Voilà pourquoi je serai la bonne personne ». Et ça met 2 minutes à lire pour le recruteur, et du coup, hop, tiens, votre profil, il est passé au-dessus. Parce qu'en fait, personne ne le fait, ça. Hein. Tout le monde envoie « Hello, voici ma lettre de motivation et mon CV », et du coup, on en reçoit 100 comme ça, vous voyez, c'est un peu... faut essayer de se démarquer. Et ces 3-4 lignes, vous, ça vous a pris un quart d'heure à rédiger, et le recruteur, ça lui a pris 2 minutes à lire, et il a vu votre profil un peu plus haut, quoi. Mais complètement d'accord sur la lettre de motivation. Alors, quand vous allez sur les job boards, sur les sites d'emploi, de toute façon, vous avez toujours les mêmes formulations parce qu'ils incitent à candidater facilement. Et donc, le recruteur que tu es ou la recrutrice que tu es, effectivement, se retrouve avec exactement les mêmes lettres partout. Donc, celui qui va se distinguer, il aura une lettre de motivation, au contraire, différente. Il aura passé du temps et ça montrera son implication, sa motivation pour le poste. La deuxième chose sur le CV, nous, on a essayé aussi de s'en débarrasser au départ avec Choose-Your-Boss. Il n'en demeure pas moins que, bon, un peu, sur quelques chiffres, mais 40% du recrutement en France se fait quand même, en gros, par des job boards qui demandent des CV, malgré tout. Et le CV pour un recruteur, ça reste, in fine, même si ce n'est pas que là-dessus qu'il fait son recrutement, une pièce officielle, entre guillemets. Vous mettez quand même à un moment donné votre diplôme, vous mettez votre adresse, je crois que c'est même plus, on n'est même plus obligé de la mettre aujourd'hui, mais bon, les gens mettent leur adresse. Pareil sur la situation maritale, normalement vous la mettez, mais c'est plus obligé, parce que ça, voilà, sont des atteintes aussi à la vie privée. Mais ça reste une pièce malgré tout officielle que les RH généralement gardent. Donc, il y a un moment donné, vous êtes
je pense quand même obligé de faire un CV. Dire beaucoup de recruteurs nous l'ont demandé dans Choose à la fin, quand on a décrit le profil, on dit on aimerait bien avoir un CV. C'était un peu contradictoire avec la démarche innovante qu'on voulait faire, mais in fine, on a quand même rajouté la capacité pour un candidat de mettre une pièce jointe. Et puis après, là vous avez raison, il y a tout un marché un peu gris de cooptation, de réseaux sociaux où on va aller chercher d'autres candidats qui se développent, alors ça aussi par LinkedIn ou par d'autres solutions comme les vôtres. Et c'est vrai que là, et je reviens quand même là-dessus, on est quand même encore une fois sur un marché qui est pénurique, donc on est presque prêt à accepter qu'il n'y ait pas de CV. Si le candidat est très bon et qu'il a les capacités, bon, on est prêt aussi à s'asseoir sur un certain nombre de petites contraintes qu'on demande d'habitude aux candidats. On est un peu plus souple finalement avec l'IT, moi je trouve, hein, que je vois dans la société, que finalement avec des profils commerciaux. Parce que quand on a un qui a toutes les capacités, puis en plus qui sait communiquer, qui sait synthétiser, qui sait vulgariser et qui est curieux, alors bon, c'est le candidat absolument idéal. Et puis là, bon, on va s'aligner sur le salaire aussi, parce qu'on a très peu parlé des salaires aussi, mais c'est vrai que les salaires sont aussi quand même en forte progression sur toute la partie IT, mais il faut que ça soit justifié par des compétences solides derrière. Vous avez prononcé un mot de cooptation. C'est un mot qu'on entend de plus en plus, qui est à la base de certains systèmes comme MyCommunity. J'ai l'impression quand même de l'idée de se connaître, d'avoir ce réseau et de le mettre en valeur. Est-ce que c'est quelque chose qui est en train vraiment de devenir un moteur essentiel du recrutement, ou est-ce que ça va rester comme toujours, voilà, il y a toujours ce petit facteur cooptation, ce petit facteur réseau dans une embauche, ou est-ce que vraiment avec les réseaux sociaux, avec les technologies qu'on a aujourd'hui, ça devient une possibilité de recrutement, ben voilà, CV plus besoin, je sais qu'un tel et un tel t'ont recommandé, je le prends. Alors aujourd'hui, la cooptation fait partie des moyens de recruter une personne. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un des moyens les plus utilisés? Je dirais non. Est-ce qu'il peut outrepasser le CV? Et je dirais non plus. Alors oui, cooptation, sauf qu'on a toujours le chemin traditionnel. Même nous, en tant que cabinet de recrutement, quand on présente des candidats à nos clients, on a toujours le client qui les rencontre en deuxième partie, qui fait passer des tests des tests techniques. Et donc cette partie-là, indéniablement, elle restera pour toujours. Donc oui, cooptation fait partie des nouveaux moyens, mais ce n'est pas le moyen le plus utilisé. Après, je pense que ça va arriver de plus en plus. Quand vous voyez dans les cabinets comptables qui sont c'est un peu le même type de profil sur le marché de l'emploi, où c'est assez facile pour eux de trouver des jobs, il y a beaucoup d'offres, etc. Il y a les gros cabinets qui n'ont pas besoin de faire ça, mais il y a plein de cabinets qui sont des bons cabinets, qui ont de bons candidats, qui fonctionnent par cooptation au sein même de l'entreprise. Et donc si vous amenez, vous, un candidat avec vous, vous avez une prime, etc. Donc il y a de plus en plus ça. Mais je suis assez d'accord, on passe quand même par le chemin habituel, et ce qui est plutôt normal en réalité, parce que en fait, on vous recrute pas juste pour vos compétences techniques, et ça c'est quelque chose d'hyper important quand on est expert, quand c'est des métiers d'experts comme ça. On vous recrute aussi pour savoir si vous fitez avec la culture de l'entreprise, si vous êtes intéressé par le secteur, si ça se trouve on vous voit comme directeur dans quelques années, voilà, enfin, même si vous pouvez bouger complètement de secteur. Donc c'est aussi normal qu'on vous fasse passer par la voie, voilà. Du coup, ce que je trouve intéressant là dans l'anecdote, c'est que au-delà de l'externalisation des ressources humaines dans des entreprises comme les vôtres, il y a aussi cette idée de demander aux salariés, aux employés, d'être acteurs du recrutement. Ça, c'est quelque chose qui se développe aussi pour vous, ou ça va stagner? Oui, de toute façon, on utilise tous les moyens possibles. Ce n'est pas exclusif, hein, donc si on peut avoir des candidats par ça, évidemment. Il y a quand même un autre phénomène qui se développe beaucoup, parce qu'on parle beaucoup là de nos attentes vis-à-vis des candidats, mais en fait, ils ont aussi des attentes, et ces attentes, elles évoluent aussi beaucoup. Et moi, je suis quand même assez frappé. Ces dernières années, ils n'achètent pas l'entreprise en elle-même, ça ne les intéresse pas beaucoup. Alors, je parle un peu pour vous, en fait, hein, mais sur ce que nous, on a entendu des candidats, c'est que
la projection dans l'entreprise, ce n'est pas le rêve ultime. Ce qui vraiment les intéresse, c'est le projet avec les technos qui sont utilisés, les méthodos aussi, évidemment. Hein, je veux dire, tout le monde aspire à être... généralement, quand on travaille dans l'IT le plus possible, dans du Scrum, dans de l'agile au possible, avec qui ils vont bosser et la nature aussi du projet. Si bien que, pour notre part, quand on n'arrive pas à trouver des candidats, on utilise aussi beaucoup un autre réseau, mais qui est le réseau des indépendants, en fait. Et on a quand même une partie significative de l'emploi aujourd'hui pour des gens un peu plus expérimentés peut-être que vous, qui à un moment donné, parce qu'ils sont dans des SS2I et qu'ils estiment que pour certaines de ces SS2I, je ne sais pas quel terme aujourd'hui, ça a changé, mais c'est... bon, enfin bref, SS2I, c'est ESN. Merci, voilà. Et parce qu'ils estiment que ces ESN n'apportent pas de valeur ajoutée, décident de se mettre en indépendant, la seule finalement contrainte, c'est d'avoir un bon réseau sur lequel en fait ils peuvent enchaîner des missions. Mais nous, on fonctionne quand même pas mal comme ça. On a une bonne part d'indépendants aussi chez nous. Et là, ça fonctionne par des petits réseaux où ils s'appellent. Et là, on est moins, on n'est pas dans un process de recrutement en fait, parce que c'est plus souple. Parce que si la personne ne convient pas, au bout d'un moment, on lui dit c'est donnant-donnant. Un peu plus cher d'ailleurs qu'un salarié lambda, mais à un moment donné, quand ça ne va pas, on fait le constat et le type s'en va en fait. Hein. Au contraire, on le garde 2, 3 ans, 4 ans. Et ça, c'est un autre phénomène qu'on voit beaucoup sur l'IT, qui utilise cette notion de réseau. Effectivement. Du coup, oui, dans un secteur qui est pénurique, comme vous le disiez, de l'IT, on est quasiment dans l'inversion de la tendance parfois. C'est l'inversion de la tendance, puisque chacun, qui recrute son entreprise. À condition, encore une fois, qu'elle est... Là, je parle plutôt des expérimentés, en fait. Hein. Je ne parle pas des gens qui sortent d'école. Ce serait peut-être un peu dangereux de vous mettre tout de suite en relation, parce que vous avez déjà des clients que vous avez bien identifiés et avec qui vous travaillez déjà. Mais à ce moment-là, il faut rentrer chez eux, ou surtout si ce sont des startups avec des parts dans la boîte, là, il faut tenter l'aventure. Non, je parle plutôt là de gens qui sont un peu plus expérimentés. Alors du coup, pour les personnes qui sont ici, pour les étudiants qui peuvent être intéressés par ce qu'on s'est dit ce soir, quelques conseils qu'on pourrait leur donner pour mieux se préparer face au recrutement, face aux nouvelles manières de faire aujourd'hui. Éventuellement, si des personnes dans le public veulent poser une question par rapport à leur propre processus de recrutement, c'est possible aussi. Pour commencer déjà, peut-être, est-ce que collectivement vous arriveriez à donner 3 conseils pour les étudiants qui sont ici? Plus, oui. On va commencer par 3. Il y a déjà quelques-uns qui ont été donnés quand même, j'espère qu'ils ont... Dans un premier temps, déjà, vraiment faire attention à la rédaction du CV, puisque aujourd'hui, voilà, le CV est toujours présent. Ça peut vous porter préjudice, comme ça peut également vous apporter quelque chose. Mais voilà, faites vraiment attention à la rédaction de votre CV. Souvent, on voit vos expériences avec énormément de vos compétences qui sont développées, des compétences que vous avez vues à l'école, etc. Soit c'est pas assez développé, soit c'est trop développé. Et on n'a pas vraiment de vision également sur votre personnalité. Donc, au lieu de mettre votre expérience que vous avez fait en tant que, je sais pas, si vous avez été babysitter ou etc. Enfin, vraiment des compétences que vous avez fait, que vous avez eues dans l'IT. Et voilà, et également mettre en haut de votre CV des choses qui vous ressemblent sur votre personnalité, ce qui est plus important que votre expérience que vous avez eue, par exemple, en tant que babysitter ou etc. Enfin, en fait, voilà. Je reprends l'idée, c'est vous êtes jeune diplômé, vous recherchez soit un stage ou une alternance ou un premier emploi, vous n'avez peut-être pas le parcours professionnel que quelqu'un qui a 5-10 ans d'expérience. L'idée, c'est de peut-être pas mettre, comme disait ma collègue, vos expériences en tant que des petits jobs d'étudiants, puisqu'on sait très bien que vous êtes jeune diplômé et que vous n'avez pas forcément un bon background, mais l'idée, c'est de mettre, d'accentuer sur le côté humain, sur peut-être les stages d'avant que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez apporté, qu'est-ce que ce stage vous a apporté, mettre vraiment l'accent sur ça, est-ce que
là où vous vous sentez performant, là où vous vous sentez vraiment expert et ce que vous pourrez apporter sur le stage ou en tout cas le poste auquel vous postulez. Qu'est-ce qui ferait que vous, on vous choisirait et peut-être pas quelqu'un d'autre. Et c'est à ce niveau-là, en tout cas, c'est le conseil qu'on peut vous donner en tant que jeune diplômé, peut-être mettre l'accent sur voilà, le côté un peu plus humain et sur vos expériences, en tout cas hors IT. D'autres conseils? Moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est qu'il faut qu'on vous voit à fond, quoi. En ligne, il faut qu'on vous trouve partout. Il faut que vous soyez sur tous les réseaux où on peut vous trouver. Faut que vous êtes développeur, vous pouvez quand même avoir un petit site web pour montrer un peu vos projets. Faites un blog où vous racontez ce sur quoi vous avez avancé, ce qui vous intéresse, etc. Parce que en fait, oui, le marché est ouvert, oui, vous allez peut-être fermer les yeux et trouver un job, mais vous, ce que vous voulez, c'est pas un job, c'est le job, le projet, la boîte qui vous intéresse. Et donc, cette boîte-là, ce projet-là, il y a plein de gens qui les veulent, il y a plein de bons devs qui les veulent. Et donc, du coup, il va falloir vous démarquer. Et pour vous démarquer, il va falloir qu'on vous voit partout. C'est-à-dire qu'on vous voit tellement qu'on se dit, c'est sûr, c'est lui l'expert là-dedans, quoi. J'ai personne d'autre à aller chercher. Et donc, du coup, en fait, maintenant, il y a plein d'outils pour ça. Donc, n'hésitez pas à aller vous mettre sur tous les outils, et pas que les outils de dev, c'est-à-dire LinkedIn aussi. Le CV, évidemment, c'est important. Et n'hésitez pas à publier de temps en temps. Il y a des médiums, par exemple. N'hésitez pas à les publier sur Medium, qui vous fait votre com. Medium, c'est un blog qui est collaboratif, donc tout le monde écrit dessus et sur plein de sujets différents. Et en fait, vous taguez par des petits... par exemple, vous taguez, je ne sais pas, si vous parlez de Java, vous taguez Java. Et du coup, c'est eux qui vous font votre com et qui partagent l'article à des gens. Et donc, du coup, quand on va taper Java, on va tomber sur votre article Medium. Donc, hop, on va se dire, tiens, c'est sûr qu'il est expert sur le sujet. Donc voilà, des choses comme ça. Je retiens, il y a une chose qui est effectivement que tu as dit qui est importante, c'est bien cibler son job en fait. Et donc déjà, c'est bien identifier d'abord ce qu'on sait faire et ce qu'on veut faire et vers quoi on veut se diriger. C'est finalement le projet. Il ne s'agit pas de répondre justement à toutes les offres possibles, mais bien avoir son projet. Ce n'est pas toujours très simple. Savoir si vous voulez bosser dans une grande structure, surtout quand on sort de l'école, on n'a pas évidemment cette expérience-là. Donc savoir si on veut bosser dans une grande structure ou dans une start-up ou dans une ESN, et il y en a des bonnes, hein, je caricaturais tout à l'heure, mais il y en a qui sont quand même performants parce qu'ils ont une culture, je pense comme ça à des gens qu'on avait chez nous de la société Octo, je ne sais pas si vous la connaissez, mais voilà, où ils ont un niveau d'exigence très fort et ils forment aussi après dans la vie professionnelle les développeurs qui sortent d'école à condition qu'ils aient effectivement le bon niveau. Donc ce projet-là, il est important déjà de le poser. La deuxième chose, tu as tout à fait raison. Alors, il y a le CV. C'est vrai que le CV, il faut le faire parce que c'est une façon aussi, entre guillemets, de respecter les codes et de dire, bon, on est capable de respecter des codes et de faire un CV et de faire une lettre de motivation. Bon, c'est pas non plus la mort de le faire. Ça permet au RH d'avoir une trace en interne et de mettre ça dans un dossier papier. Bon, après, ça sera numérisé. Voilà. Et puis, la troisième chose qui est très importante, c'est évidemment, là, vous êtes dans le domaine du développement IT, donc toutes ces contributions, il faut les faire, mais encore mieux les contributions à de l'open source. Hein. Parce que nous, c'est ce qu'on va, d'un point de vue pur technique, le type, s'il commence à mettre son bout de langage, son bout de code sur Elasticsearch ou sur Kafka, on va le regarder quand même à deux fois en disant, voilà, lui, bon, on va peut-être passer sur le fait qu'il est presque... J'accorde pas beaucoup d'attention au premier entretien, parce qu'il y a beaucoup de choses, en fait, il y a beaucoup de choses qui se jouent sur ce premier entretien, et c'est pour ça qu'il faut beaucoup filtrer sur... Il y a des gens qui peuvent être complètement tétanisés sur un premier entretien. Ça ne veut pas dire que ce sont des mauvais développeurs, et ça ne veut pas dire non plus d'ailleurs qu'ils n'ont pas une mauvaise relation avec les autres. C'est juste qu'ils sont très stressés au niveau d'entretien. Donc c'est pour ça que c'est jamais très simple sur des entretiens d'avoir la personnalité réelle en fait du développeur. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a le CV, et puis après même au niveau d'entretien, faut être assez sûr quand même de ses capacités et se dire aussi que tout ne se joue pas non plus dans sa présentation absolument sur l'entretien. C'est quand même capable de juger beaucoup de choses, surtout s'il y a des contributions techniques quand même très fortes derrière. On cherche quand même des très bons développeurs in fine. D'autres conseils?
Je rappelle que tout à l'heure, vous avez évoqué par exemple le fait de bien veiller les technologies dans lesquelles vous êtes compétent, d'être capable aussi, pourquoi pas, de faire des présentations vidéo. Ça a été évoqué, être à l'aise face à la caméra, ça peut aider aussi à faire passer ce que vous voulez faire passer. Souvent, nous on pose la question pour des gens alors, qui ont fait des projets, on leur demande souvent quand ils ont fait des développements, quel était le but en fait, quel était l'objectif, quel était le problème qu'ils voulaient régler. Parce que parfois, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui, à un moment des programmes, ils ne connaissent pas la finalité et du pourquoi finalement de leur développement. Parfois, ils sont complètement, on a vu, c'est assez intéressant, ils ne savent pas pourquoi ils ont développé, quel était le but final, est-ce que c'était gagner de l'argent, faire de l'acquisition de nouveaux visiteurs ou que sais-je. Ben non, j'avais ça en entrée et puis je le mettais en sortie. Ça, c'est des gens, on va avoir tendance à les écarter. Pourquoi? Parce qu'on se dit, bon, ben, ils ne se posent pas beaucoup de questions quand même sur ce qu'ils font, sur la finalité. Parce que dès qu'on a la finalité en tête, et ça c'est aussi très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, c'est ça qui a fondamentalement changé. Enfin, il y a le recrutement qui a changé, mais il y a tout cet écosystème d'API disponible. Et aujourd'hui, on fait des progrès considérables dans le développement parce que tout à coup, il y a un développeur qui arrive vers nous et qui dit, mais pourquoi on redéveloppe ça? Il y a des API, on utilise, pourquoi tu veux redévelopper ton système de mail? On utilise, pour ceux qui connaissent, SendGrid, pour envoyer et recevoir des emails et ça marche très bien, pourquoi tu veux redévelopper un truc? Donc il nous fait gagner du temps, il nous dirige sur des nouvelles technos, il n'y a plus qu'à faire de l'intégration entre guillemets d'API et on peut passer à d'autres projets parce que le champ est tellement vaste de développement que dès qu'on gagne du temps à l'intégration d'API, on peut passer du temps à faire des choses qui sont vraiment dans le cœur business du développement en fait. Il y a aussi quelque chose qui est assez important. Quand vous êtes développeur, c'est que il y a un petit défaut des développeurs, c'est qu'ils veulent faire un beau code. Et en fait, en réalité, quand on a une entreprise, on s'en fiche. Parce que vous voyez, vous allez travailler avec plein de gens, vous allez devoir être souple, vous allez devoir avancer vite, etc. Et non, mais c'est vrai, rigolez pas. Hein. Moi, j'ai bossé avec un dev et c'était toujours notre dispute. C'était bah ouais, mais c'est pas beau, mais ouais, mais il faut que ça aille vite. Et donc, du coup, c'est toujours le même. Un code parfait. Alors, c'est pareil. Hein, voilà, ouais. c'est ça. Ou alors un code parfait. Et en fait, on s'en fiche de ça. Mais évidemment, c'est dur quand on est dev de dire on s'en fiche de ça. Parce que le développeur, il voit beaucoup plus loin et il se dit bah oui, mais dans 6 mois, c'est mort. Quand il y a tant de développeurs, ça va plus marcher. Et donc, du coup, ça, c'est quelque chose qui est assez dur à acquérir et qui est plus facile à acquérir quand vous bossez sur des projets open source. Parce que du coup, vous allez bosser avec plein d'autres développeurs, vous allez voir d'autres codes qui ne sont pas les vôtres, et du coup, ça va vous permettre de un peu prendre du recul sur il faut que je fasse un code parfait, parce que comme ce n'est pas que votre code, vous allez devoir vous adapter aux spécificités des autres. Et donc, c'est pour ça, ce n'est pas juste de la visibilité, les GitHub, les choses comme ça vous permet aussi d'apprendre ça. Surtout que moi, je voudrais rajouter que le beau code, c'est subjectif. Ouais. Et mon expérience technique me laisse entendre que souvent, le beau code pour les uns, c'est pas le même beau code pour les autres. Hein. Oui, c'est vrai. Raison, ouais. Il y a toute une littérature d'informaticiens sur le beau code. Après, un qui est Beautiful Code. C'est une œuvre, c'est beau. Et après, la qualité, enfin, c'est vrai que l'endettement technique, c'est quand même quelque chose auquel on fait attention. Et d'où quand même l'idée de savoir dans quelle finalité on développe. Est-ce que c'est du court terme, c'est du jetable et on va faire une passerelle et puis on va jeter derrière, ou est-ce qu'on est en train de construire vraiment le cœur de l'application et là il faut que ça soit robuste. Et là il y a une raison quand même particulière de faire entre guillemets un beau code, en tout cas un code qui est maintenable à terme. Et c'est jamais très simple. Moi ça fait longtemps, malheureusement je ne fais plus du code, donc je suis par exemple, incapable de juger de la qualité du code qui est développé. Alors, bon, c'est jamais hyper simple en fait, on s'en aperçoit malheureusement souvent trop tard. Ouais, ça va dépendre aussi si vous bossez avec des startups ou des grands groupes, parce que souvent quand vous bossez avec des jeunes boîtes par exemple, ils vont avoir besoin de tester plein de MVP, de pivoter, de faire des choses comme ça. Et du coup, bah, peu importe que ce soit un code qui soit maintenable pendant 2-3 ans en réalité, parce que peut-être que dans 3 mois tout va changer. Donc ça va aussi dépendre de ça, évidemment, de l'avancée du projet, et ça vous saurez vous adapter. Mais en fait c'est ça qui est important, c'est de savoir vous adapter et de ne pas être bloqué sur ça, même si c'est difficile, c'est normal, ça fait partie des spécificités du développeur. Est-ce qu'il y aurait des questions? Bon, je peux en poser une moi. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a une tendance, est-ce que dans ce secteur IT, est-ce qu'on a plutôt des startups qui recrutent? Est-ce qu'on a plutôt des grandes entreprises qui recrutent dans un service IT? Ou est-ce que c'est complètement partagé? Il n'y a pas de tendance
Tout, hein. Il y a Il y a de ouais. tout, c'est complètement partagé. D'accord. Aujourd'hui. Donc il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts, voilà. Ouais. Non, mais c'est un secteur qui progresse. Tout à fait, ouais, qui partout, progresse, hein. que ce soit en start-up ou dans des grands groupes. Il y a des grands groupes qui veulent juste redynamiser leur image en choisissant des technos qui sont innovantes, de développer sur des technos innovantes. Et vous avez des startups également qui développent, voilà, qui arrivent aujourd'hui et qui développent sur les technos actuels tout simplement. Donc il n'y a pas de tendance vers l'une ou vers l'autre, c'est vraiment mitigé. On parlait de techno innovantes, on a parlé de quelques mots-clés. Comme AXA, aujourd'hui, c'est quand même ce sont des champions de la data, donc ils veulent faire par exemple des primes d'assurance basées sur le comportement des automobilistes, donc ça veut dire aller capter la conduite et la qualité de conduite d'un véhicule. Et donc ça c'est absolument colossal en termes d'enjeux pour des entreprises comme AXA. Et ce sont des centaines de développeurs aujourd'hui qui sont dans des filiales spécialisées et qui développent. Aujourd'hui, c'est pour ça que ce secteur de recrutement est en pleine progression et dépasse celui des commerciaux aujourd'hui. On a la chance aussi en France d'avoir des bonnes écoles, des écoles comme la vôtre, des écoles à tous les niveaux qui forment des ingénieurs avec surtout au préalable un cursus mathématique assez poussé. C'est vrai qu'en France on a cette formation mathématique et cette rigueur finalement de pensée qui fait qu'on forme des bons ingénieurs qui sont demandés partout et pareil aux États-Unis, vous avez quand même beaucoup d'ingénieurs français qui sont derrière des gros produits américains. Alors vous avez cité le mot data à nouveau, comme au début du débat, donc on est revenu là. Pour conclure, les mots-clés aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut avoir sur son CV quand on est développeur ? Les cinq compétences clés. Faut l'avoir fait déjà. Faut l'avoir bien sûr, et c'est pas juste les mettre sur le CV, mais ceux qui sont étudiants et qui sont là justement, qui ont encore la possibilité de choisir les technologies qu'ils vont apprendre et ce sur quoi ils vont se donner. Il y a les data. Alors, si c'est une spécialité après. Oui, bien sûr, mais dans l'idée. Non, mais c'est des stacks techniques, mais il faut avoir fait des projets dessus. C'est typique. C'est beaucoup de l'open source déjà, donc il faut aller taper sur des Elasticsearch, parce que ça, c'est en termes d'indexation aujourd'hui et d'API, c'est quand même aujourd'hui une des technos qui sont, en tout cas moi dans le secteur que j'ai, après je connais moins évidemment les autres, après tout ce qui est Big Data, je vous en parlais tout à l'heure, c'est Hadoop évidemment, c'est Kafka, c'est Spark, c'est du en base de données, c'est du Postgres, voilà. Mais encore une fois, mais pour revenir à la discussion tout à l'heure, on ne va pas non plus que s'arrêter à ces termes techniques. En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est comment ils contribuent justement à ces open source ou quels projets ils ont fait avec ces techniques, pour quelles finalités, aussi les méthodos aussi qui sont utilisés. Voilà pour ce que je peux dire en tout cas des termes qu'on aime bien voir sur les CV. Après c'est vrai que quand vous allez parler à des RH, ils ne vont pas comprendre tout ce que vous allez dire. Donc, il y a des mots-clés, c'est vrai. Big Data ça se dit, méthode agile, Scrum, vous voyez toutes les nouvelles manières de bosser qui sont passées de l'autre côté chez les RH aussi. Et puis après, il y a par exemple, si vous parlez d'hybride, si vous parlez de développement web, ça ils comprennent. Voilà, c'est des petits. Voilà. Alors ça c'est un point qui est intéressant parce que je viens de réaliser que là dans ton esprit, dans le process, tu as le RH qui voit, puis la technique. Il y a ou les deux. Non mais en fait, nous on inverse, un peu à cause de ça. En fait c'est un peu bizarre, mais on fait le premier filtre finalement, et quand on juge les candidats. Bon, techniquement, en fait, on l'envoie à la RH. En fait, on a inversé à cause de ces mots techniques qui. Ouais, moi aussi, je fais pareil. Je fais le test technique avant, mais quand même, on va quand même essayer. Le RH va quand même essayer de savoir si ça correspond à la manière de travailler dans le développement, et donc il y a des mots clés. Je trouve qu'il. Il y a une remarque qui est quand même relativement intéressante, si vous me permettez, sur le monde du travail. Sur le marché actuel que vous avez défini tous, vous avez tous utilisé le même terme, pénurique. Ce qui est relativement intéressant et en même temps frustrant, c'est que nous, étant alternants et en recherche d'alternance, on se rend compte qu'il y a des contrats d'alternance qui sont proposés où on demande déjà 5 ans d'expérience. Comment est-ce que vous justifiez cette aberration complète du marché aujourd'hui, où on est dans un système pénurique, on demande du monde mais on empêche les gens de se former? Comment est-ce que ça peut s'expliquer ça? Parce que c'est quand même quelque chose qui est relativement
important puisque ça empêche un nombre considérable de développeurs et un nombre considérable de futurs développeurs à s'intéresser au métier, à trouver un moyen de se former au métier, puisque le métier est dit inaccessible si vous n'avez pas au minimum 3 ans d'expérience. Sauf que pour acquérir ces fameuses 3 ans d'expérience, il faut déjà pouvoir trouver un premier emploi. Comment briser ce cycle un peu sans queue ni tête au final? Je valide en disant entre parenthèses junior. Alors, je voudrais me permettre d'intervenir sur cette question, parce que je la comprends parfaitement. On sent qu'il passe du temps sur des annonces à se casser les dents. C'est difficile de se dire, mais concrètement, comment j'étire mon truc sur la feuille. Et il faut quand même reconnaître définitivement, et je parle sous votre contrôle, mais il y a quand même des recruteurs qui abusent, parce qu'il y a des spécifications qui sont contradictoires. En effet, apprenti et 5 ans d'expérience, il y a comme un petit problème de compatibilité. C'est un peu caricatural quand même, 5 ans, mais... Le problème souvent, c'est que les annonces en réalité sont très mal écrites. Mais alors, là, je prêche un peu pour ma paroisse et pour Choose Your Boss. C'est que quand on met une annonce dans Choose Your Boss, en réalité, on la fait toujours relire techniquement pour qu'il y ait une cohérence. Parce qu'effectivement, parfois, c'est tellement technique que si on le traite comme une annonce, on va dire, comme le reste de l'entreprise, effectivement, ça peut y avoir ce type de phénomène. Alors là, c'est peut-être un peu plus gros que juste des termes techniques. Bon, sur un internat, effectivement, 5 ans d'expérience, ça ne paraît pas très cohérent. Hein, mais... Je souhaiterais rebondir, puisque généralement, donc, ce sont les opérationnels qui remontent un besoin, en tout cas pour leurs équipes, et malheureusement, ce sont les RH qui rédigent les job desks. Et comme le disait très bien tout à l'heure ma confrère, qui disait que justement, généralement, il y a un pas entre les opérationnels, les techniques et les RH qui ont juste ce vernis-là, mais qui ne comprennent pas derrière. Et donc, c'est vrai que oui, entre la fiche de poste où vous voyez 2-3 ans d'expérience et entre parenthèses, on veut un junior, il y a toujours un écart. On le reconnaît, nous on le reconnaît, on le voit aussi avec certains de nos clients. L'idée, mon conseil à moi, c'est de montrer que vous pouvez faire la différence sur des projets personnels. On a beaucoup de clients qui nous demandent, voilà, on veut quelqu'un qui ait 2 ans d'expérience, qui soit junior. D'accord, 2 ans d'expérience, junior, ok. Et on pose la question. Et du coup, si c'est quelqu'un qui n'a pas eu d'expérience en tant que CDI, mais qui était en stage ou qui a fait des projets personnels, ça vous va? Ah oui, ça me va. Donc finalement, peut-être faire la différence sur vos projets personnels, les mettre quand vous envoyez votre CV, mettre aussi peut-être les liens sur les développements que vous avez faits. Et ça peut faire la différence aussi. En fait, ce qu'ils veulent dire quand ils disent 5 ans, c'est qu'ils veulent que vous connaissiez un peu la techno et que vous soyez un peu autonome dedans. Et donc, si vous arrivez à le montrer avec des projets perso, ça fonctionne. Après, c'est des offres mal rédigées en réalité. Hein, c'est des offres mal rédigées. Et je pourrais aussi rajouter, excusez-moi, je vous redonne la parole juste après. C'est aussi parfois qu'il faut lire entre les lignes. 5 ans d'expérience, c'est parce qu'on a besoin de quelqu'un d'expérimenté. Et puis, apprenti, c'est « Ah mince, on n'a pas de budget ». C'est ça, on veut pas je suis dur par rapport à ça, parce que du coup, forcément, si on lit derrière les lignes, l'apprenti, souvent, ce qui détermine qu'on prendra un apprenti, c'est quand même définitivement le budget. Parce que bon, les entreprises, elles veulent bien être altruistes, mais bon, il faut quand même être réaliste. Il y a définitivement un avantage sur le tarif. Mais voilà. Et donc, du coup, quand on travaille avec les entreprises plus avant, on se rend compte qu'au final, soit il y a une erreur sur 5 ans d'expérience, soit il y a une erreur sur apprenti. Ce qui est clair, c'est que nous, typiquement, on essaye de désambiguiser. Je dois reconnaître que si vous l'avez vu sur notre propre plateforme interne, sur notre intranet, c'est que sur ce moment-là, c'est passé entre les gouttes. C'est compliqué aussi, on essaie de faire avancer le public aussi, hein, comme tout le monde. Non, mais c'est aussi pour expliquer que du coup, il faut accepter de lire entre les lignes. Moi, j'ai toujours tendance aussi à conseiller aux étudiants qui me disent il n'y a pas tant d'annonces que ça d'apprentis. Je leur dis, mais parce que les gens ne pensent pas forcément à l'apprentissage, donc prenez le problème dans l'autre sens, prenez du junior, ou peut-être ils n'auront pas mis 5 ans. Ils vont peut-être avoir mis diplômé en revanche, mais du coup, vous discriminez pas de cette annonce-là, parce que ça peut vouloir dire que du coup, ils n'ont juste pas pensé à l'apprentissage, mais qu'au final, ça correspondra peut-être mieux que celui qui a mis 5 ans et qui du coup, clairement, en fait, il y a un problème de fit. On reste quand même une génération de transition entre des anciennes méthodes de recrutement et des nouvelles méthodes de recrutement. Et le peu d'informations qu'on a justement sur ces nouvelles méthodes de recrutement, sur ces nouveaux processus de recrutement, nous force
et ça on ne peut pas se le cacher, à agir comme nos parents ont agi un jour, c'est-à-dire de répondre à une annonce de façon très cartésienne. On lit l'annonce, on ne correspond pas, on passe à la suivante. Aujourd'hui, il faut challenger, ça on l'a bien compris, c'était aussi un peu le but de ce meet-up, mais je pense que, en tout cas au niveau des étudiants, et je ne pense pas me tromper en parlant un peu au nom de tout le monde, il y a un réel problème de communication autour de ce qu'attendent les entreprises. C'était le but de l'événement de ce soir. Voilà, c'est effectivement le but de l'événement de ce soir. Mais les entreprises demandent des profils qui sont dits full stack en junior, ce qui pour moi est un non-sens complet, puisque full stack, on n'est jamais full stack. Même à la fin de notre vie de développeur, on ne sera jamais full stack. Parce qu'on a la chance de travailler dans un métier qui évolue tous les jours. C'est cette inadéquation entre ce que l'entreprise souhaite, ce que le marché a à proposer, et ensuite ce que vos entreprises proposent en intermédiaire entre les deux, qui pose aujourd'hui le plus gros problème, puisqu'au final, ni les entreprises, ni ceux qui recherchent un emploi, n'y trouvent leur compte. Et c'est relativement dommage. Enfin, malgré tout, je pense qu'il faut rester sur le côté optimiste. Dans le sens où le fait que le marché soit pénurique, c'est un fait. C'est un fait. Oui, c'est hyper simple. Je le dis souvent en métrique, ça agace certains, surtout quand ils recherchent et qu'ils se cassent un peu les dents. Mais on a tous les ans plus de demandes des entreprises partenaires que l'on a d'élèves. Et pourtant, en effet, tous les élèves ne trouvent pas forcément une boîte parce qu'il s'agit évidemment de fitter. Il y a un vieux proverbe qui dit que mieux vaut être seul que mal accompagné. Du coup, du point de vue de l'entreprise, c'est pas parce qu'elle recherche qu'elle va forcément staffer. Ensuite, bon, c'est aussi pour ça qu'on fait des événements, alors au-delà de celui de ce soir, en essayant de déformaliser le truc. Choose Your Padawan, à un moment donné, on est allé jusqu'au truc de start-up qui va mettre des post-it, quoi. Faisons simple, pas d'annonce compliquée, machin. .NET. DevOps, tiens, on n'a pas parlé de DevOps tout à l'heure. Hein. Important, ça. Oui, très important. On va en reparler après. Et du coup, voilà, c'est des techniques. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a que ceux qui n'essayent pas qui n'y arrivent pas. Enfin, qui risquent de ne pas se tromper, entre guillemets, c'est le proverbe, pardon, mais du coup, forcément, à force d'aller sur des événements de recrutement, alors il y a ceux de l'ETNA, mais il n'y a pas que ceux de l'ETNA. Hein. Donc il faut aller voir dehors, il faut sortir du nid aussi pour battre de ses propres ailes. Il y a encore des événements jeudi.com les jeudis. Nous, la plateforme interne s'appelle les mercredis. Ça vient la veille, ça vient. Exactement, exactement. Et puis les code camp aussi, parce que du coup c'est pareil, un code camp, l'entreprise, vous y avez fait ce qu'elle a demandé. Après, ils vous demanderont le pédigré en deuxième temps. Hein. Non, évidemment. Et du coup, le boulot, non mais je veux dire, le fit, ce sera fait avec des trucs plus vertueux, puisque justement par rapport à votre remarque sur le caractère un petit peu presque schizophrénique, on veut absolument recruter, mais en même temps on recrute pas. Les recruteurs veulent recruter, les recrutés veulent être recrutés. Waouh! Et pourquoi ça marche pas? Donc alors, je pense que, comme tu disais, Samir, je pense qu'il faut rester sur la note d'optimisme qui était donnée quand même par nos intervenants, qui était que, en montrant qu'on a envie de le faire, qu'on a des projets à côté, qu'on fait des choses, qu'on essaye de pas se limiter simplement au cursus scolaire et simplement au stage même qu'on a eu, en essayant d'avoir ces expériences-là au maximum. C'est des choses qui font plaisir aux recruteurs, en tout cas qui leur parlent. Et pour la suite, je vous propose qu'on rompe un peu là le cercle et qu'on puisse continuer la discussion éventuellement autour d'une petite collation. Et que par exemple, ce jeune homme puisse discuter avec certains recruteurs en racontant son profil. Je dis ce jeune homme, et bien sûr c'est vrai pour tous, parce que mine de rien, c'est ce qu'on dit souvent avec un peu d'humour. On dit que parfois on peut rencontrer dans son trajet de RER son recruteur. Moi personnellement ça m'est arrivé un tas de fois, pourtant je prends pas tant que ça les transports en commun. Une question? Ah, elle a une question aussi, Adeline, très bien, je le note. Je finis mon anecdote RER ou c'est pas possible? Et en tout cas, on entend discuter des recruteurs ensemble, en plus bas les masques, vous êtes dans l'intimité la plus totale, ça vous raconte donc du coup comment est-ce qu'ils ont négocié le salaire, parce que c'est quand même des acheteurs. Hein, donc du coup, bon voilà, typiquement de vous mettre dans les dents, vous n'avez pas 5 ans d'expérience quand même, du coup on va être obligé de vous payer le minimum réglementaire du contrat pro, etc. Machin et tout. Ça peut être aussi des raisons de mettre ce genre de trucs qui peuvent normalement être illogiques. Et Adeline a donc une question. Il y en a une aussi ici. Bon, pas de problème. Bon, sachant que le principe aussi du meet-up, c'est de continuer les échanges, en effet, comme le disait Corentin, de toute façon, et puis de prendre les contacts, etc. Bonsoir. Moi, j'ai juste une petite question, parce qu'il y a des étudiants qui sont présents dans la salle et ils ne l'ont pas posée, donc je vais le faire à leur place. Quel conseil vous donneriez à un étudiant qui est en reconversion
et qui n'a aucune expérience en informatique et qui, je dirais, a peu de code personnel à son actif, qu'est-ce qu'il devrait mettre en avant sur son CV et qu'est-ce qu'il devrait faire sur les réseaux sociaux pour se mettre en avant? Est-ce que l'un d'entre vous a la réponse? En fait, je pense qu'on s'en fout que vous soyez en reconversion, que vous ayez 10 ans d'expérience. Parce que, en fait, vous pouvez l'utiliser, votre reconversion, et du coup raconter comment est-ce que vous allez... utiliser ce que je vous disais, hein, par exemple le fil du médium, le fil du blog, etc., de votre site web pour raconter comment vous apprenez les nouvelles techno, à quelle techno vous vous intéressez. Évidemment, du coup, c'est pas parce que vous êtes en reconversion que vous n'êtes pas au courant des dernières techno. Vous êtes quand même renseigné sur tout ce qui se fait de nouveau. Vous êtes quand même allé regarder ce qui vous intéressait vous. Voilà, pareil, c'est pas parce que vous êtes en reconversion que vous n'êtes pas posé la question de ce qui vous intéressait. Et donc, oui, vous n'allez pas arriver en disant j'ai travaillé 5 ans sur cette techno et du coup je sais que c'est exactement ce que je vais faire. Mais vous allez peut-être dire je me rends compte que ce que j'ai envie de faire c'est tel projet et je pense que c'est tel techno du coup qui m'en rapprochera. Voilà, donc en fait vous pouvez utiliser votre reconversion déjà pour expliquer que c'est génial. Reconversion ça veut aussi dire vous avez de l'expérience ailleurs. Donc ça apporte la chose qui est difficile à trouver chez les développeurs, c'est on sait parler avec les autres métiers, on n'est pas que bloqué sur notre expertise. Et donc ça, en fait, c'est à mettre en avant finalement. C'est quelque chose que vous pouvez mettre en avant et utiliser pour vous. Et voilà. Et reconversion, c'est juste, ne l'utilisez pas comme excuse pour vous arrêter à je m'y connais pas encore assez. C'est je me reconvertis, mais je me suis intéressée et voilà ce que j'ai appris. Il y a une expression de geek qui dit ce n'est pas un bug, c'est une feature. Voilà. Il y avait donc une dernière question, il me semble. Monsieur. Oui, en fait, dans ce que vous avez dit depuis le début, moi j'ai pris note, j'ai retenu, on sait que vous êtes des débutants, on veut des experts, des connaisseurs, des gens qui maîtrisent. Alors ma question est, qu'est-ce que réellement, pour vous, un padawan? Si vous voulez des experts, des gens qui maîtrisent et qui s'y connaissent, à notre niveau. Mais à votre niveau, et comme finalement on parle de techniques et de langages qui sont récents et modernes, avec une communauté open source généralement qui est très active, donc en fait rien n'empêche de l'activer dès l'école, tout simplement. Donc en fait l'expérience, on n'est pas obligé de compter l'expérience comme l'expérience à la sortie d'école en fait. Donc c'est vrai que comment dire, le réflexe qu'on peut avoir sur certains recrutements, c'est évidemment qu'on va chercher du 3-5 ans d'expérience, c'est sûr. C'est là-dessus qu'on va aller taper, mais il y a aussi de la place, parce qu'on sait aussi que d'abord on a du mal à recruter sur les 3-5 ans d'expérience, et qu'on sait aussi qu'il faut qu'on embauche des plus jeunes, parce qu'ils vont constituer aussi, entre guillemets, le vivier des développeurs qui seront à 3 et 5 ans en fait. Et donc on va aller choisir aussi ces potentiels. Mais ces potentiels-là, il faut qu'on arrive à les détecter, et on va les détecter parce qu'ils s'intéressent à ces techniques-là. En fait, on va aussi regarder si vous êtes capable d'apprendre. Oui, moi, je vais vous donner l'exemple d'un développeur que j'ai recruté. On lui a fait un test technique sur AngularJS. C'est une techno qu'il n'avait jamais utilisée, mais il avait utilisé des techno web d'abord. Et du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il est parti regarder la documentation. Et pendant le test technique, parce qu'évidemment, on ne va jamais vous dire « regardez pas la documentation », pendant le test technique, il a utilisé la documentation, il a parfaitement fait le truc. Et pourtant, il n'était pas expert en AngularJS, mais il correspondait exactement à ce qu'on voulait, quoi. Donc en fait, il faut qu'on voit qu'il soit capable d'apprendre rapidement, d'assimiler rapidement, et qu'il sache où aller chercher les bonnes informations si jamais il ne la connaît pas. Donc c'est pas forcément expert dans le sens expert qui est très traditionnel. Voilà. Oui, s'il démontre son intérêt très vite, et il peut effectivement montrer très très vite derrière. On a quelques cas où de toute façon, c'est impossible d'avoir tout ce qu'on demande. Donc effectivement, il y a des gens qui vont avoir une ou deux des techniques, et puis surtout il montre qu'il s'intéresse aux autres, il s'est documenté et il revient en disant voilà, ils arrivent avec, en tout cas après avoir lu beaucoup de cas ou de la documentation tout simplement. Merci beaucoup, merci pour vos réponses et merci pour votre présence et vos questions. Donc je vous propose maintenant quelques collations qui ont été disposées et n'hésitez pas à échanger encore, c'est le moment, il y a beaucoup de choses à se dire. Merci beaucoup, c'est le moment où il faut applaudir. Merci à vous.